m'a traité de voleur. Devant toute ma famille, le jour de la lecture du testament de mon père. Mon propre frère, Victor, m'a accusé sans ciller, le visage dur comme la pierre. Mais il y avait une chose qu'il ignorait. Une chose que tout le monde ignorait. C'est que papa, même après sa mort, nous regardait. Et quand l'avocat a finalement allumé l'écran et lancé la vidéo secrète qu'il avait laissée, le visage arrogant de mon frère est devenu blanc comme un linge, réalisant trop tard que chaque mensonge, chaque acte de trahison, avait été enregistré. Avant de vous raconter en détail comment ce drame familial a éclaté au grand jour, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Quelle ville, quel pays? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? C'est une façon pour moi de me sentir moins seul en partageant cette histoire qui a failli me détruire. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début de cette journée qui a tout changé, heure par heure, mot par mot. Le retour à Kerlorien fut une épreuve. Chaque virage sur la route côtière, chaque embrun qui venait frapper mon pare-brise, ravivait un souvenir de mon père. La vieille longère familiale, notre ancre depuis 4 générations, se dressait au bout du chemin, massive et silencieuse. Elle semblait elle-même en deuil. Ses murs de granit, habituellement si accueillants, paraissaient gris et froids sous le ciel bas de Bretagne. En coupant le contact, je suis resté un instant dans ma voiture, le front appuyé contre le volant. Je n'étais pas prêt. Pas prêt à affronter cette maison sans lui, pas prêt à affronter la famille qu'il avait laissée derrière lui. Mon premier réflexe ne fut pas d'entrer dans la maison principale, mais de contourner par le jardin pour rejoindre l'atelier. Sa porte en chêne massif grinça comme toujours. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. L'odeur, cette odeur si particulière, un mélange puissant de sueur, de chêne brut, de cire d'abeille et d'huile de lin, m'a saisi à la gorge. J'ai fermé les yeux, inspirant profondément. C'était l'odeur de mon père. L'odeur de mon enfance. Je pouvais presque le sentir derrière moi, sa main large et calleuse se posant sur mon épaule. Le bois ne ment jamais, Augustin, sa voix grave résonnait dans ma mémoire. Il a une âme, une histoire. Chaque nœud, chaque veine est une cicatrice ou une force. Il faut juste savoir l'écouter. Les hommes, eux, mentent. Cette phrase, qu'il répétait comme un mantra, allait prendre une dimension tragique quelques heures plus tard. Je suis finalement entré dans la maison. Le contraste fut brutal. La chaleur de l'atelier a laissé place à une froideur qui n'avait rien à voir avec la température. Mon frère aîné, Victor, se tenait près de la cheminée, impeccable dans son costume sombre qui devait coûter plus cher que mon loyer annuel. Il m'a gratifié d'un signe de tête à peine perceptible. Sa femme, Élodie, à ses côtés, m'a offert un sourire si mince qu'il aurait pu couper du verre. Les autres, oncles, tantes, cousins, étaient dispersés dans le grand salon, formant de petits groupes qui se taisaient à mon approche. Personne ne venait me serrer dans ses bras. Personne ne me demandait comment j'allais. Leur regard était fuyant, empreint d'une pitié suspecte. Le moment le plus douloureux est venu de Léo, mon neveu de 6 ans. En m'apercevant, son visage s'est illuminé. « Tonton Augustin !» Il a commencé à courir vers moi, les bras ouverts. Un éclair de joie pure dans cette atmosphère de plomb. Je me suis accroupi, le cœur enfin un peu plus léger, prêt à le serrer contre moi. Mais Élodie a été plus rapide. Elle s'est avancée, a saisi fermement le bras de son fils, le stoppant net. « Léo, viens ici. Laisse ton oncle tranquille. Les grandes personnes ont des choses sérieuses à discuter. » Son ton était sec, définitif. Elle a tiré l'enfant vers elle, lui murmurant quelque chose à l'oreille tout en me lançant un regard d'avertissement. Le sourire de Léo s'est fané, remplacé par de l'incompréhension. Il m'a regardé, puis sa mère, puis de nouveau moi, avant de baisser la tête. J'ai senti une fissure se créer en moi. Il n'avait pas seulement l'intention de m'ignorer. Il m'isolait. Il me désignait déjà comme un paria. Nous nous sommes tous assis. Le silence était assourdissant, seulement perturbé par le tic-tac régulier de la vieille horloge comtoise, un son qui avait rythmé tous les moments importants de notre famille. Aujourd'hui, chaque seconde semblait marteler un clou sur le cercueil de notre unité. Maître Valéry, l'avocat de mon père, un homme à la droiture reconnue, a pris place à la grande table.
Il a posé sa mallette, en a sorti un dossier volumineux, et a chaussé ses lunettes. Son visage était grave. Il a ajusté ses papiers, puis a levé les yeux vers nous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une tâche difficile, a-t-il commencé. Mais il n'a pas pu terminer sa phrase. Victor s'est levé, sa grande taille dominant la pièce. Il a attendu que tous les regards soient tournés vers lui, savourant son moment. Un instant, maître, a-t-il dit, sa voix résonnant avec une autorité qu'il s'était lui-même octroyée. Avant que le patrimoine de mon père ne soit distribué, il y a un problème d'intégrité, que nous devons absolument aborder. Le mot « intégrité » a été prononcé avec une emphase particulière, et son regard s'est planté dans le mien. Le procès venait de commencer. Victor est resté debout, se pavanant au centre de la pièce comme un procureur dans un tribunal. Il a passé une main dans ses cheveux parfaitement coiffés et a arboré une expression de profonde tristesse, un masque de deuil si bien étudié qu'il en était grotesque. « Ça me brise le cœur de devoir dire ça », a-t-il répété, sa voix chargée d'une fausse émotion. Vraiment. Surtout aujourd'hui, alors que nous devrions être unis dans le chagrin. Mais mon silence ferait de moi un complice, et je ne peux pas trahir la mémoire de notre père de cette façon. Il a marqué une pause dramatique, son regard balayant l'assemblée captivée. Il savait comment tenir une audience. C'était son métier, après tout, de vendre des illusions. Depuis plusieurs mois, a-t-il poursuivi, son ton devenant plus grave, alors que la santé de papa déclinait, des choses ont commencé à disparaître de cette maison. Des choses précieuses. Pas seulement pour leur valeur monétaire, mais pour leur valeur sentimentale. Mon sang a commencé à bourdonner dans mes oreilles. Je sentais la nasse se resserrer, mais je ne voyais pas encore le chasseur. La collection de montres de gousset de papa a-t-il énuméré, chaque mot étant une pierre jetée dans l'eau calme du deuil. Un héritage de notre grand-père, que papa chérissait plus que tout. Elle a disparu. Et plusieurs de ses livres les plus rares, des éditions originales signées. Ils se sont volatilisés de sa bibliothèque. Il s'est tourné vers moi. Cette fois, son regard n'était plus faussement triste. Il était dur, accusateur, presque triomphant. Et étrangement, la seule personne qui avait un accès constant et illimité à papa pendant cette période, la seule personne qui passait des après-midi entiers seule avec lui, à l'abri des regards, c'était toi, Augustin. L'accusation, enfin formulée, a eu l'effet d'une déflagration silencieuse. L'air s'est raréfié. Je sentais le poids de 20 paires d'yeux se poser sur moi, me disséquant, me jugeant. Moi? Ma propre voix m'a semblé lointaine, étranglée. Ne joue pas les innocents, s'il te plaît, a ricané Élodie depuis son fauteuil, ajoutant sa propre dose de venin. Ça ne te ressemble pas. On sait tous que ton petit atelier d'ébénisterie est au bord de la faillite. Tu as des dettes jusqu'au cou. C'est un secret de Polichinelle. Et comme par hasard, ma cousine Martine t'a vu il y a un mois, traînant dans le quartier des antiquaires à Quimper. Tu avais l'air pressé, tu regardais par-dessus ton épaule. Tu essayais de vendre le fruit de tes larcins, n'est-ce pas? L'histoire était vraie, mais tordue jusqu'à la rendre méconnaissable. Oui, j'étais à Quimper. J'avais vendu une petite broche en argent qui appartenait à ma mère. J'en avais tiré à peine 200 €. Cet argent n'était pas pour moi. Il était pour financer les matériaux de Léo, un jeune de 16 ans du village, passionné par le bois mais dont les parents n'avaient pas les moyens de lui payer une formation. Je le prenais sous mon aile, gratuitement, parce que je voyais en lui la même flamme que mon père avait vue en moi. Comment expliquer cela? Comment prouver la pureté d'une intention face à la noirceur d'un soupçon si bien formulé? Avant que je puisse trouver les mots, Victor a porté le coup final. Il a sorti un document de la poche intérieure de sa veste. Et si vous avez encore des doutes sur le caractère de mon frère, a-t-il annoncé à la cantonade, sachez ceci. Il a brandi la feuille. Il y a 2 semaines, une plainte anonyme a été déposée contre l'atelier du bois. Un soi-disant client accuse Augustin de fraude, d'avoir utilisé du bois de moindre qualité que celui facturé. La direction de la répression des fraudes pourrait ouvrir une enquête. Le souffle m'a manqué. C'était un mensonge. Un mensonge total. Je connaissais tous mes clients. J'entretenais avec eux une relation de confiance absolue. C'était la base même de mon métier.
Cette plainte ne pouvait venir que de lui. Il n'avait pas seulement prévu de me déshériter. Il avait activement cherché à détruire ma vie professionnelle, à saboter la réputation que j'avais mis des années à construire. Une rage froide a commencé à monter en moi, chassant le choc et la tristesse. J'ai repensé à toutes les piques, toutes les moqueries de Victor au fil des ans. Ton passe-temps coûteux, tes meubles pour bobo. Ce n'était pas de la simple arrogance. C'était un mépris profond, une jalousie maladive envers le lien que j'avais avec notre père, un lien qu'il n'avait jamais eu, car il ne l'avait jamais cherché. Je me suis levée, faisant face à mon tortionnaire. Ma voix tremblait, mais elle était chargée d'une douleur brute. Pourquoi? Pourquoi me fais-tu ça, Victor? Après tout ce que papa a fait pour nous. Pourquoi? Il a eu le culot de paraître offensé. Moi? Je ne fais rien d'autre que de protéger son honneur. C'est toi qui l'as bafoué en le volant sur son lit de mort. Il a croisé les bras, le verdict rendu. Je demande, non, j'exige que la lecture de ce testament soit suspendue immédiatement, jusqu'à ce que la police ait fait toute la lumière sur cette affaire sordide. J'étais seule. Condamnée. Mais alors que tout semblait perdu, la voix calme de maître Valérie s'est élevée dans le silence. Votre exigence, monsieur Dubois, est non seulement notée, mais elle était attendue. Et votre père, monsieur Henry, y a préparé une réponse. Le calme soudain de maître Valérie a eu un effet surprenant. L'assurance de Victor s'est légèrement fissurée. Il a regardé l'avocat avec méfiance. Une réponse? De quoi parlez-vous? Mon père est mort. Il ne peut plus répondre à rien. Oh, c'est là que vous vous trompez, a rétorqué doucement maître Valérie. Un homme comme votre père ne disparaît jamais vraiment. Il laisse des traces. Des instructions. Votre père était un homme prévoyant. Il connaissait la nature humaine. Il savait que le chagrin et l'argent forment parfois un cocktail dangereux. L'avocat s'est penché vers sa mallette en cuir, qu'il a ouverte avec une lenteur délibérée. Chaque geste semblait calculé pour faire monter la tension. Au lieu d'en sortir le testament, il en a extrait une grande enveloppe en papier craft, scellée par un cachet de cire rouge vif portant les initiales de mon père, HD. Votre père m'a remis ceci il y a exactement 3 mois et 2 jours, a expliqué maître Valérie en tenant l'enveloppe bien en vue. Il est venu à mon cabinet avec un notaire. Ses instructions étaient d'une clarté absolue. Cette lettre ne devait être ouverte qu'en présence de toute la famille, et uniquement si des accusations de malhonnêteté étaient portées publiquement contre son fils, Augustin, lors de cette réunion. Un murmure a parcouru l'assemblée. Les regards se sont faits plus incertains. Le scénario si bien écrit par Victor commençait à avoir des ratés. Papa avait vu juste. Il avait senti la trahison venir, comme un marin sent le changement de vent. Maître Valérie a pris un coupe-papier sur le bureau et, d'un geste précis, a tranché le seau de cire. Le petit bruit sec a semblé résonner comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Il a déplié une unique feuille de papier à lettres épais et a commencé à lire d'une voix posée et forte. À ma famille, a-t-il lu. C'était l'écriture de mon père, élégante et ferme, que je reconnaissais entre toutes. Si maître Valérie est en train de vous lire ces mots, cela signifie que ma plus grande crainte s'est réalisée. Cela signifie que la cupidité a tenté de prendre le pas sur l'amour, et que des mensonges ont été prononcés pour salir le nom de mon fils Augustin. Lui qui, plus que quiconque, a été le gardien de l'esprit de notre famille, pas de ses biens matériels. Je sentais les larmes poindre, mais je les ai ravalées. Ce n'était pas le moment de faiblir. Je tiens donc à rétablir la vérité. Premièrement, et de la manière la plus catégorique qui soit, rien, absolument rien, n'a été volé dans ma maison. Chaque objet, chaque livre, chaque montre est exactement là où il doit être. Victor a laissé échapper un petit rire nerveux. C'est absurde. Je l'ai vu disparaître moi-même. Maître Valérie a levé un doigt pour lui intimer le silence et a poursuivi la lecture. Les objets de valeur auxquels certains d'entre vous pensent peut-être ont été, sur ma demande, déplacés en lieu sûr. Je l'ai fait pour les protéger. Non pas des cambrioleurs qui entrent par la fenêtre, mais de la tentation qui peut parfois s'infiltrer par la porte d'entrée et porter le même nom que nous. Augustin n'a jamais rien touché, jamais rien pris. Son honnêteté est le seul trésor que j'ai toujours veillé à préserver.
La lettre a ensuite pris une tournure plus personnelle, et la voix de l'avocat s'est faite plus douce. Augustin, mon fils. Je sais que tu es là, et que tu dois souffrir. Alors souviens-toi de ce jour où tu as ruiné ton premier plateau de table en le ponçant trop fort. Tu avais 10 ans, tu étais en larmes, persuadé d'avoir commis l'irréparable. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ce jour-là? Maître Valérie m'a regardé par-dessus ses lunettes. Je me souvenais. Comment aurais-je pu oublier? J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Il a repris la lecture. Je t'ai dit, la plus grande erreur, mon garçon, ce n'est pas de faire une marque dans le bois. C'est de ne pas oser essayer à nouveau, par peur de faire une autre marque. J'ai toujours été si fière de toi. Non pas parce que tu ne faisais pas d'erreur, mais parce que tu avais le courage d'apprendre de chacune d'elles. Ton cœur est droit, et c'est tout ce qui a jamais compté pour moi. Ce souvenir, partagé devant tous, était un message clair. Il ne me défendait pas seulement, il me validait, rappelant à tous la nature de notre relation, une relation que l'argent ne pouvait ni acheter ni comprendre. La lettre s'est achevée sur une note presque menaçante. Pour finir, sachez que la vérité est têtue. Elle finit toujours par trouver son chemin à la lumière. Surtout à notre époque. La technologie, mes chers, est un outil formidable. Elle permet même à un vieil homme de s'assurer que sa dernière volonté soit non seulement entendue, mais aussi vue. L'avocat a soigneusement replié la lettre. L'atmosphère s'était complètement inversée. La certitude avait changé de camp. Acculé, Victor a tenté une dernière charge. Ce ne sont que des mots. Des manœuvres sentimentales pour embrouiller tout le monde. Ça ne prouve rien. Maître Valérie a eu un mince sourire. Vous avez tout à fait raison, monsieur Dubois. Les mots ne sont que des mots. C'est pourquoi votre père a également laissé des preuves, disons, plus visuelles. Il s'est alors retourné vers sa mallette, en a sorti un ordinateur portable qu'il a posé sur la table et a commencé à le brancher à la télévision. Alors, a-t-il dit, son regard se posant sur Victor avec une intensité nouvelle. Regardons la vérité, ensemble. Le ronronnement discret de l'ordinateur portable était le seul son dans la pièce. Maître Valérie a manipulé le trackpad avec une précision de chirurgien. Sur le grand écran de la télévision, qui d'habitude diffusait des matchs de rugby ou des vieux films que papa aimait tant, le bureau de l'ordinateur est apparu. Il y avait un seul dossier, nommé « Justice pour Henri ». Avant de commencer, a dit Maître Valérie, sa voix résonnant dans le silence tendu, je dois vous donner un peu de contexte. Il y a 6 mois, Monsieur Henri m'a contacté. Il était profondément troublé. Il m'a expliqué que de petites sommes d'argent et des objets sans grande valeur disparaissaient. Il craignait pour sa mémoire. Mais après une analyse attentive, il a réalisé que ces disparitions n'étaient pas aléatoires. Sur ses conseils, et avec son plein accord, j'ai fait appel à une société de sécurité discrète. Des microcaméras ont été installées dans les pièces principales. Ce que vous allez voir a été filmé dans cette maison. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Je sentais le regard de Victor sur moi, brûlant de haine. Il comprenait que le jeu était terminé, mais il ne savait pas encore à quel point sa défaite serait écrasante. Maître Valérie a double-cliqué sur une première vidéo. L'image est apparue, d'une clarté stupéfiante. C'était le bureau de mon père, filmé depuis un angle élevé, près de la corniche du plafond. La pièce était baignée par la lumière de l'après-midi. La date et l'heure en bas de l'écran indiquaient 14 juin, 15h32. Pendant quelques secondes, il ne s'est rien passé. Puis, la porte s'est ouverte doucement. Victor est entré. Un frisson collectif a parcouru la pièce. Le voir là, en haute définition, n'était plus une accusation, c'était un fait. Il a jeté un regard rapide dans le couloir avant de refermer la porte derrière lui. Il se déplaçait avec une agilité furtive qui contrastait totalement avec son allure de grand patron. Il n'a pas perdu une seconde. Il est allé directement au magnifique bureau en acajou, le chef-d'œuvre de notre grand-père. De la poche de son pantalon, il a sorti ce qui ressemblait à un petit jeu de clés ou d'outils de serrurier. Il s'est agenouillé. La caméra zoomait légèrement, comme si elle était contrôlée à distance.
On voyait distinctement ses mains agiles forcer la serrure du tiroir secret, celui que papa nous avait montré quand nous étions adolescents, en nous faisant jurer de ne jamais en révéler l'existence. Le tiroir s'est ouvert dans un glissement silencieux. Mon estomac s'est contracté. C'était là que papa gardait sa collection de montres de gousset, chaque montre représentant un moment important de la vie de notre famille. Le mariage de ses parents, sa propre communion, la naissance de Victor, ma naissance. Victor a sorti l'écrin en velours bleu nuit. Il l'a ouvert. La lumière se reflétait sur les boîtiers en or et en argent. Sans hésitation, il a pris la plus précieuse, la montre en or massif de notre arrière-grand-père. Il l'a tenue dans la paume de sa main, l'a fait tourner, admirant son propre butin avec un sourire de satisfaction pure. Puis, il l'a glissée dans la poche intérieure de sa veste de costume. Il a refermé l'écrin vide, l'a remis dans le tiroir, qu'il a refermé et reverrouillé avec le même soin méticuleux. L'opération entière n'avait pas duré plus de 2 minutes. C'était un acte prémédité, exécuté de sang-froid. Mais le plus terrible était ce qui a suivi. Au lieu de partir, il s'est redressé et s'est approché de la grande photo de notre père qui était posée sur le bureau. C'était une photo que j'adorais, papa y souriait, ses yeux pétillants de vie. Victor a regardé la photo. Et pendant une longue seconde, son visage s'est tordu en une grimace de mépris. C'était un regard de pur ressentiment, comme si l'homme sur la photo était son ennemi, un obstacle à sa propre grandeur. Puis, il a haussé les épaules, comme pour chasser une pensée importune, et il est sorti de la pièce aussi silencieusement qu'il était entré. La vidéo a continué sur le bureau vide pendant encore 30 secondes, puis maître Valérie l'a mise en pause. Personne ne disait rien. Le choc était trop grand. Voir le crime était une chose. Voir la haine dans le regard de mon frère envers notre père en était une autre, bien plus violente. Victor était blanc. Pas pâle. Blanc. Comme la mort. Ses mains tremblaient. Élodie, à côté de lui, avait la main sur la bouche, ses yeux passant de l'écran à son mari dans une panique totale. C'est un montage grossier, a finalement réussi à articuler Victor, sa voix rauque. Une supercherie. Augustin est un artisan, il est doué avec les outils, les ordinateurs. Il a fabriqué ça pour me nuire. L'accusation était si absurde, si désespérée, que j'ai presque ri. Mais la tristesse était trop forte. Mon frère était prêt à m'accuser des pires manipulations pour sauver sa peau. Maître Valérie est resté de marbre. Il n'a même pas daigné répondre. Il a simplement hoché la tête, comme s'il avait anticipé cette défense pathétique. Une théorie intéressante, a-t-il dit d'une voix dénuée de toute émotion. Heureusement, nous avons d'autres enregistrements. Peut-être qu'une conversation, avec le son cette fois, nous aidera à y voir plus clair. Il a double-cliqué sur un autre fichier. L'image de la cuisine est apparue. Et cette fois, nous allions entendre l'horrible vérité. L'image de la cuisine, le cœur de notre maison familiale, est apparue sur l'écran. C'était l'endroit des petits déjeuners animés, des confidences autour d'un café, des gâteaux préparés par notre mère. Aujourd'hui, cet endroit allait devenir la scène d'une trahison sordide. La date sur l'enregistrement indiquait le 28 juin, 2 semaines après le vol de la montre. Victor et Élodie étaient assis à la grande table en chêne, des tasses de café fumantes devant eux. Ils avaient l'air détendus, comme n'importe quel couple profitant d'un moment de calme. Mais les mots qui sont sortis de leur bouche étaient d'une violence inouïe. Les micros cachés étaient d'une qualité redoutable, chaque mot, chaque inflexion de voix était parfaitement audible. Personne ne se doutera jamais de nous, disait Victor avec un sourire suffisant. Augustin est le coupable parfait. L'artiste sensible, un peu paumé, toujours à court d'argent. Il passe son temps ici, seul avec le vieil homme. C'est presque trop facile. Tu es certain qu'il ne se doute de rien, a demandé Élodie, en remuant son café. Sa voix était un mélange de complicité et d'excitation. Elle n'était pas une suiveuse, elle était une partenaire active dans ce complot. Augustin ? S'il te plaît, Élodie, sois sérieuse, a ricané Victor. Il vit dans son petit monde de poésie et de copeaux de bois. Il croit encore à la bonté de l'âme humaine, à la force des liens du sang. C'est sa plus grande faiblesse, et notre plus grande force.
Il nous défendrait même si on le poignardait en plein cœur. Il dirait qu'on avait nos raisons. Cette phrase a résonné en moi comme un écho monstrueux de la réalité. C'était vrai. Pendant des années, j'avais été son avocat. Quand il était arrogant avec nos parents, je disais, il est juste stressé. Quand il manquait des réunions de famille, je disais, son travail est très prenant. J'avais passé mon temps à lui trouver des excuses, à croire en une bonté qui n'existait tout simplement pas. Et lui, pendant ce temps, il analysait ma loyauté comme une faille à exploiter. La conversation a ensuite dévié vers moi, et est devenue encore plus personnelle, plus cruelle. La plainte anonyme contre son atelier, c'était vraiment une idée de génie, mon amour, a dit Élodie, en posant sa main sur celle de son mari. Ça ajoute la touche finale au tableau. Le petit artisan endetté, accusé de fraude. Ça le rend désespéré, et un homme désespéré fait des choses stupides, comme voler sa propre famille. L'histoire se tient parfaitement. Il fallait bien ça, a répondu Victor, son visage se durcissant. Papa a toujours été injuste. J'ai fait de bonnes études, je lui ai donné des petits-enfants, j'ai bâti une situation. Et qui était son préféré? Le petit artiste, le rêveur incapable de gagner sa vie correctement. Augustin a des mains en or, Augustin a une âme. J'en ai assez entendu de ces sornettes. C'est une question de justice, Élodie. Une redistribution des richesses. Je ne fais que reprendre ce qui aurait dû me revenir depuis le début. La jalousie. C'était donc ça. Une jalousie pure et rance, qui avait macéré pendant des décennies. Il ne volait pas seulement pour l'argent. Il volait pour effacer une injustice qu'il avait lui-même inventée. Il voulait me détruire pour se prouver à lui-même qu'il était le meilleur, le plus méritant. La discussion s'est achevée, et ils se sont levés. Leurs mouvements étaient synchronisés, comme ceux de deux prédateurs. Ils se sont dirigés vers le grand vaisselier en noyer, une pièce que notre mère aimait tant. Ils ont ouvert le tiroir contenant son service d'argenterie, celui qu'elle avait reçu pour son mariage. Sans un mot, avec une efficacité glaçante, ils ont commencé à enrouler les pièces d'argenterie dans des torchons pour étouffer le bruit. Fourchette, couteau, cuillère, tout y est passé. Maître Valérie a de nouveau mis la vidéo en pause. L'image de leurs mains, pliant l'héritage de notre mère, est restée suspendue dans le temps. Puis, il a projeté à l'écran un autre document. Un reçu officiel d'un prêteur sur gage de Brest, daté du lendemain, le 29 juin. Vente d'un lot d'argenterie en argent massif, poids approximatif, 3 kg. Le nom du vendeur était parfaitement lisible, Victor Dubois. Et la somme qu'il en avait tirée était pathétique, une fraction de sa valeur réelle et une insulte à sa valeur sentimentale. Le silence dans la pièce était brisé par des reniflements. Ma tante Hélène, la sœur de ma mère, pleurait ouvertement, son mari essayant de la consoler. L'argenterie de son mariage, a-t-elle sangloté? L'unique souvenir qu'il me restait d'elle. Comment avez-vous pu? Victor et Élodie ne répondaient pas. Ils étaient piégés, exposés. Mais l'expression sur le visage de mon frère n'était pas celle du remords. C'était celle de la fureur. La fureur d'avoir été découvert. Maître Valérie a laissé le silence s'installer, laissant la honte imprégner chaque recoin de la pièce. Puis il a repris la parole. La trahison, comme vous pouvez le constater, était totale et méticuleusement planifiée. Mais ce que vous ignorez, c'est que votre père était toujours, à un coup d'avance. L'affirmation de Maître Valérie a suspendu le temps. Un coup d'avance? Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? La vérité était déjà si accablante. C'est alors qu'un autre souvenir, enfoui sous le choc, a refait surface dans mon esprit. C'était il y a environ 6 mois, juste après avoir installé les caméras. J'étais passé voir papa, et je l'avais trouvé dans son bureau, en train de polir sa collection de montres avec une concentration intense. Il m'avait regardé avec un drôle de sourire. Tu sais, Augustin, m'avait-il dit, parfois, pour protéger un trésor, il ne faut pas construire une forteresse, mais créer une illusion. Il avait ensuite changé de sujet, et je n'y avais plus pensé. Jusqu'à ce moment précis. Maître Valérie a semblé deviner mes pensées, ou peut-être suivait-il simplement le fil du plan de mon père.
Henri a commencé à avoir des doutes sérieux il y a presque un an, a-t-il expliqué, sa voix se faisant plus posée, comme celle d'un conteur révélant le cœur de son récit. Les premières disparitions étaient mineures, presque insignifiantes. Il a d'abord cru à des oublis, à la confusion de l'âge. Mais mon ami Henri était tout sauf confus. C'était un observateur méticuleux. Il a commencé à tenir un carnet, notant chaque visite, chaque événement. Et un schéma s'est dessiné, un schéma douloureux, les objets ne disparaissaient qu'après les visites de son fils aîné. L'avocat a marqué une pause, laissant la gravité de ses paroles infuser l'atmosphère. Quand la première montre a disparu, celle que vous avez vue dans la vidéo, il m'a appelé. Sa voix était brisée. Non pas par la perte matérielle, mais par la certitude de la trahison. C'est à ce moment-là que nous avons élaboré une stratégie. Une stratégie qu'il espérait, de tout son cœur, ne jamais avoir à utiliser. Il a poursuivi, et chaque mot ajoutait une pièce au puzzle incroyable de l'ingéniosité de mon père. Le lendemain même du vol de la montre en or, je suis venu à Kerlorien. Sur les instructions précises de votre père, j'ai soigneusement emballé le reste de la collection de montres, ainsi que les livres les plus précieux de sa bibliothèque. J'ai tout déposé dans un coffre-fort à mon nom dans une banque de Brest. Un murmure d'incompréhension a parcouru la salle. Si les objets étaient en sécurité, alors... Ensuite, a continué maître Valérie avec un très léger sourire, j'ai fait quelque chose que mon éthique d'avocat réprouve, mais que mon amitié pour Henri exigeait. J'ai contacté un artisan extrêmement talentueux à Paris, un spécialiste de la reproduction d'objets d'art. Sur la base de photos détaillées, il a créé des répliques. Des copies d'une qualité exceptionnelle, presque impossible à distinguer des originaux à l'œil nu. La révélation a eu l'effet d'une bombe. C'est exact, a confirmé l'avocat, savourant l'effet de surprise. Chaque objet que Victor a volé après cette première montre, était un faux. Le service en argenterie que vous avez vu être volé dans la cuisine? Du métal argenté, d'une valeur de quelques centaines d'euros. Les autres montres qu'il a subtilement dérobées au fil des semaines? Des mécanismes suisses de bonne qualité, mais dans des boîtiers sans valeur. Les livres rares? Des réimpressions modernes avec de fausses couvertures vieillies. C'était un coup de génie. Un coup de maître. Mon père ne s'était pas contenté de subir. Il avait inversé le jeu. Il avait laissé son fils, aveuglé par la cupidité, piller une maison pleine d'illusions. Mais maître Valérie a apporté une dernière nuance, la plus poignante. Ne vous y trompez pas. Le but de votre père n'était pas d'humilier Victor. Il n'a jamais cherché la vengeance. Son but était de lui donner une corde pour se pendre, mais aussi une chance de lâcher cette corde. Chaque fois que Victor volait un faux, sans être découvert, sans que personne ne dise rien, c'était une porte de sortie. Une occasion pour lui de se dire, j'ai assez pris. Je m'arrête là. Henri espérait, il priait, pour qu'un jour, son fils s'arrête de lui-même. Mais cette chance, Victor ne l'a jamais saisie. Il a continué, encore et encore. La vérité était là, brillante et tragique. Ce n'était pas l'histoire d'un piège, mais celle d'un test de caractère. Un test que mon frère avait échoué de la manière la plus spectaculaire qui soit. J'ai regardé Victor. Son visage n'exprimait plus la fureur, mais une incrédulité totale. Il avait été joué, manipulé, par le vieil homme qu'il considérait comme sénile et dépassé. L'humiliation devait être insupportable. Je savais, en écoutant cela, que beaucoup devaient être aussi stupéfaits que moi. C'était une stratégie incroyable. Mais comme je l'ai vite compris, les vols n'étaient que la partie la plus simple, la plus innocente, du plan de mon frère. Le pire restait à venir. On aurait pu croire que la coupe de l'infamie était pleine. Voler son père, être démasqué par des caméras cachées, découvrir qu'on a été dupé avec des faux. C'était déjà une humiliation totale. Mais l'ambition de mon frère ne connaissait aucune limite, et sa cruauté non plus. Maître Valérie a projeté un nouveau dossier sur l'écran, son titre était laconique et glaçant, franchir la ligne. La cupidité pour les objets est une chose, a commencé l'avocat, sa voix se faisant plus grave. Mais lorsque cette cupidité vous pousse à vouloir effacer l'existence même d'un homme, on entre dans un territoire bien plus sombre.
La première vidéo de ce dossier était courte et filmée depuis la caméra discrète du Porsche. On y voyait Victor accueillant un homme d'une cinquantaine d'années, en costume, portant une mallette. Ils discutaient à voix basse, mais le micro sensible captait l'essentiel. Une procédure de mise sous tutelle, disait l'homme, qui était, comme nous l'apprendrions plus tard, un avocat peu scrupuleux. C'est une démarche lourde. Il faut des preuves médicales irréfutables de son incapacité à gérer ses propres affaires. Les preuves, on les fabriquera s'il le faut, répondait Victor, balayant l'objection d'un geste impatient. Il oublie des noms, il répète les mêmes histoires. Il est vieux. Trouvez-moi un médecin complaisant, un expert qui signera le bon rapport. Le prix ne sera pas un problème. L'avocat a secoué la tête, visiblement mal à l'aise. C'est risqué. S'il est examiné par un autre expert, il ne le sera pas, a coupé Victor. On agira vite. Une fois que j'aurai la tutelle, je pourrai protéger ses actifs. C'est tout ce qui compte. L'homme est reparti sans donner son accord, mais l'intention était là, claire comme de l'eau de roche. Mon frère avait activement cherché à faire déclarer notre père légalement incompétent, à le priver de sa liberté, de sa dignité, à le transformer en enfant sous sa coupe, tout ça pour mettre la main sur son argent plus rapidement. Mais ce n'était pas tout. Maître Valérie a ensuite ouvert un document audio. Ceci est la retranscription d'un appel téléphonique passé par Victor il y a 2 mois, depuis son téléphone professionnel. Un appel à un contact, disons, spécialisé dans l'informatique. La voix de Victor a de nouveau rempli la pièce, cette fois déformée par le téléphone, mais toujours aussi reconnaissable. Écoute, disait-il à son interlocuteur, j'ai besoin d'un accès complet à ses comptes bancaires en ligne. Pas juste pour voir, pour pouvoir effectuer des opérations. Non, il n'a pas de double authentification compliquée, il est de la vieille école. L'idée est de préparer des ordres de virement. Des sommes importantes. Dès que, tu sais, dès que la nouvelle tombera, on lance les transferts. Vers un compte à l'étranger. Le temps que ce vieil avocat et l'autre imbécile d'Augustin se rendent compte de quelque chose, l'argent sera déjà loin, blanchi et propre. C'était donc ça. Un complot minutieux pour vider les comptes en banque de notre père dans les heures suivant sa mort, avant même que le testament ne soit ouvert. C'était de la fraude à grande échelle, préméditée, organisée. Le silence dans la pièce était si lourd qu'il en devenait physique. Mais Maître Valérie n'avait pas terminé son œuvre de démolition. Il a projeté à l'écran des pages scannées, jaunies par le temps. C'était le journal de mon père. Pour que vous compreniez l'impact de ces actes, a dit l'avocat, votre père a consigné ses pensées. Voici ce qu'il a écrit le soir de la visite de l'avocat véreux. La calligraphie de mon père, habituellement si ferme, était ici légèrement tremblante. Aujourd'hui, mon fils aîné est venu à la maison avec un homme dont le métier est de voler aux vieillards leur dernière parcelle de dignité. Il veut me faire déclarer fou, sénile. Il veut m'effacer de ma propre vie avant même que je sois parti. Je me suis regardé dans le miroir ce soir. J'ai vu un homme fatigué, malade, mais mon esprit est clair. La douleur de savoir que mon propre fils veut me faire passer pour ce que je ne suis pas, cette douleur est une blessure que même la mort, je crois, ne pourra guérir. L'avocat a tourné la page virtuelle. Et voici ce qu'il a écrit après avoir été informé par nos soins de la tentative de piratage de ses comptes. Il attend ma mort. Il ne l'attend pas avec chagrin, mais avec l'impatience d'un prédateur devant sa proie. Je ne suis plus son père. Je suis un obstacle. Un coffre-fort dont il convoite la clé. Chaque jour qui passe, je me demande où j'ai échoué. Quel amour ai-je manqué de lui donner pour qu'il devienne cet homme ? Cette question me hantera jusqu'à mon dernier souffle. L'association des preuves factuelles et de la douleur intime de mon père a été dévastatrice. On ne voyait plus seulement un criminel, on voyait la destruction d'un père par son propre fils. Plusieurs personnes dans la salle pleuraient maintenant sans retenue. Le journal s'est refermé. Un silence de cathédrale s'est abattu sur nous. Et dans ce silence, un bruit extérieur, d'abord lointain, puis de plus en plus distinct, s'est fait entendre. Le son caractéristique d'un gyrophare. Puis le crissement de pneus sur le gravier de l'allée. Maître Valérie a regardé par la fenêtre. Il semble, a-t-il dit avec un calme imperturbable,
que la justice soit arrivée. Les gyrophares bleus balayaient silencieusement le salon, projetant des ombres dansantes sur les visages pétrifiés de ma famille. La sonnette de la porte d'entrée a retenti, non pas avec l'urgence d'une alerte, mais avec la fermeté d'une conclusion inévitable. Personne n'a bougé, comme si le simple fait de respirer pouvait accélérer le destin qui frappait à la porte. C'est maître Valérie qui s'est levée et est allée ouvrir. 2 gendarmes en uniforme se tenaient sur le seuil, un homme d'une quarantaine d'années au visage buriné et une jeune femme au regard vif. Ils sont entrés, leur présence changeant instantanément la dynamique de la pièce. Ce n'était plus un drame familial privé, c'était devenu une affaire criminelle. Maître Valérie, a demandé l'officier le plus âgé, sa voix calme mais portant une autorité naturelle. C'est moi, capitaine, a répondu l'avocat. Je vous remercie de votre discrétion et de votre ponctualité. Comme nous en avons discuté au téléphone, voici les éléments que nous avons rassemblés. Il a tendu au capitaine une mallette identique à la sienne. Vous y trouverez des copies certifiées conformes des enregistrements vidéo et audio, les transcriptions, les documents bancaires, ainsi qu'une plainte formelle déposée au nom de mon client, feu Monsieur Henri Dubois, pour vol, tentative d'abus de faiblesse, et complot en vue de commettre une fraude. Le capitaine a pris la mallette sans un mot. Il l'a ouverte, a jeté un œil rapide au document, puis a refermé le loquet avec un claquement sec. Son regard s'est ensuite posé sur l'assemblée, s'arrêtant finalement sur mon frère. Victor Dubois ? Victor, qui était resté affalé dans son fauteuil, a semblé se ratatiner sur lui-même. Il a levé la tête, son visage exsangue. Il a essayé de parler, mais seul un son rauque est sorti. Il s'est contenté d'hocher la tête. « Veuillez vous lever et nous suivre, s'il vous plaît », a ordonné le capitaine. « Nous avons besoin de votre déclaration concernant les faits qui vous sont reprochés. » C'est à ce moment qu'Élodie a explosé. Le masque de la femme sophistiquée s'est envolé, laissant place à une hystérie stridente. « Non. Vous n'avez pas le droit. C'est une affaire privée. Une simple dispute de famille. Vous ne pouvez pas l'arrêter. » Elle s'est précipitée vers son mari, essayant de s'interposer entre lui et les gendarmes. La jeune femme gendarme s'est avancée, interceptant Élodie avec une fermeté tranquille. « Madame, votre nom, Élodie Dubois, apparaît également à plusieurs reprises dans ce dossier, notamment en tant que complice active. Vous êtes donc également priée de nous accompagner. » Le visage d'Élodie s'est tordu de terreur. « Moi ? Mais je n'ai rien fait. Je n'étais pas au courant. » Le capitaine a eu un regard presque las. Les enregistrements semblent indiquer le contraire. Nous éluciderons tout cela à la brigade. Le moment où le gendarme a sorti les menottes a été surréaliste. Le petit clic métallique, quand il les a passés au poignet de mon frère, a semblé résonner dans toute la maison, dans toute l'histoire de notre famille. C'était le son d'une rupture, d'un point de non-retour. Victor n'a opposé aucune résistance. Il s'est laissé faire, les épaules basses, le regard vide. Il n'a même pas jeté un regard à sa femme qui sanglotait maintenant bruyamment. Au moment de passer le seuil, il a tourné la tête et son regard a croisé le mien. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui. Pas de la haine, pas de la colère. Juste une immense et désolante vacuité. La reconnaissance absolue de sa propre destruction. Dans cet instant, je n'ai ressenti aucune once de triomphe. Seulement le goût amer des cendres. La victoire avait le goût de la défaite. J'ai détourné les yeux, incapable de soutenir son regard plus longtemps. Ils ont été emmenés. Les voitures de gendarmerie se sont éloignées, leurs gyrophares s'éteignant au coin de la rue. Le silence qu'elles ont laissé derrière elles était plus lourd que tous les cris qui avaient précédé. La famille était en état de choc. Certains pleuraient en silence. D'autres se regardaient, l'air de se demander comment ils avaient pu être si aveugles. Plusieurs sont venus vers moi, me touchant le bras, me murmurant des excuses. On aurait dû savoir, pardonne-nous, Augustin. J'ai accepté leurs excuses sans rien dire. À quoi bon? Le mal était fait. Je croyais que le cauchemar était enfin terminé. Que nous allions maintenant pouvoir, tant bien que mal, commencer à ramasser les morceaux. Mais alors que maître Valérie rangeait ses dernières affaires,
il s'est tourné vers moi, son expression s'adoucissant pour la première fois de la journée. « Augustin », m'a-t-il dit d'une voix presque paternelle. « Ce n'est pas tout à fait fini. Votre père a laissé un dernier message. Une dernière vidéo. Et il a insisté pour que vous soyez le seul à la regarder. » Maître Valérie, avec une délicatesse inattendue, a demandé aux membres restants de la famille de bien vouloir nous laisser seuls. « Je pense qu'Augustin a besoin d'un moment d'intimité avec son père », a-t-il simplement dit. Personne n'a protesté. Un par un, mes oncles, tantes et cousins ont quitté la pièce, certains me jetant un dernier regard de compassion, d'autres encore trop sous le choc pour esquisser le moindre geste. Bientôt, il ne resta plus que moi, l'avocat, et le grand écran noir de la télévision, qui contenait la dernière volonté, le dernier souffle de mon père. « Êtes-vous prêt, Augustin ?» m'a demandé maître Valérie, sa main planant au-dessus de la souris. J'ai pris une grande inspiration, sentant le poids de toute cette journée peser sur mes épaules. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Une explication? Des reproches? Des adieux? Il a cliqué sur le dernier fichier, sobrement intitulé « Pour Augustin ». L'image est apparue, et mon cœur s'est serré. Ce n'était ni le bureau, ni la cuisine. C'était l'atelier. Mon père était là, assis sur son vieux tabouret en bois, celui qui portait les marques de centaines d'heures de travail. Il ne portait pas de costume, mais sa simple chemise à carreaux et son tablier de cuir usé. Il tenait dans ses mains non pas un outil, mais un petit morceau de chêne brute. La lumière du matin filtrait à travers la grande fenêtre de l'atelier, créant une auréole de poussière de bois dansante autour de lui. Il semblait en paix. Il ne regardait pas la caméra au début. Il regardait le morceau de bois, le faisant tourner entre ses doigts. « Augustin, mon fils », a-t-il commencé, sa voix emplissant la pièce silencieuse. C'était sa vraie voix, pas celle, fatiguée, de ces derniers jours, mais sa voix pleine et chaleureuse. Si tu regardes cette vidéo, cela signifie que le pire est arrivé. Que la vérité a dû être forcée à sortir de l'ombre. Et je veux que tu saches à quel point j'en suis désolée. Un fils ne devrait jamais avoir à être témoin de la chute de son frère. Il a soupiré, un long soupir chargé de tristesse. J'ai passé ma vie à travailler cette matière, a-t-il dit en caressant le bois. Elle m'a tout appris. Elle m'a appris la patience, car un arbre met des décennies à pousser. Elle m'a appris la force, car même le plus petit morceau de chêne peut supporter un poids immense. Et surtout, elle m'a appris l'honnêteté. Un morceau de bois ne peut pas tricher. Ses failles, ses nœuds, ses veines, tout est là, à la surface ou juste en dessous. On ne peut pas mentir avec le bois. Avec les hommes, c'est une autre histoire. Il a enfin levé les yeux, et son regard semblait traverser l'écran pour se poser sur moi. J'ai vu la faille grandir en ton frère, Augustin. Année après année. J'ai vu l'envie, puis l'amertume, puis la cupidité le ronger de l'intérieur. J'ai essayé de lui parler. De lui tendre la main. Mais son cœur était devenu comme un bois pourri, qui s'effrite au moindre contact. Il n'y avait plus rien de solide à quoi se raccrocher. Les larmes que j'avais retenues toute la journée ont commencé à couler. Toi, par contre, a-t-il poursuivi, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Ton grain est droit. Ton cœur est comme ce chêne que je tiens. Solide. Fiable. Droit. Tu as toujours eu ce don, ce regard particulier. Quand Victor regardait une forêt, il voyait des mètres cubes de bois à vendre. Toi, tu voyais des arbres qui respiraient. Quand il regardait un meuble, il voyait un objet avec un prix. Toi, tu voyais les heures de travail, l'histoire, l'âme que l'artisan y avait mise. C'est ça, ton véritable héritage. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la maison. C'est ce regard que tu portes sur le monde. Ne le perds jamais. Il s'est tu un long moment, comme pour me laisser absorber ses paroles. C'est pour protéger cela que j'ai pris mes dispositions. Je savais que Victor, dans sa folie, tenterait de tout prendre, de tout détruire. Alors j'ai tout protégé, pour toi. Pour que tu puisses continuer à être qui tu es, sans avoir à te soucier des contingences matérielles. La vidéo s'est terminée sur son visage souriant, un dernier adieu silencieux. Maître Valérie m'a laissé pleurer en silence pendant plusieurs minutes. Puis,
Avec une infinie douceur, il a repris la lecture formelle du testament. C'était une simple formalité. La clause d'indignité a officiellement et irrévocablement déshérité Victor et Élodie. Leur nom était mentionné, puis rayé, légalement et symboliquement. Ensuite est venue la partie me concernant. J'ai été désigné comme l'unique héritier de la totalité de ces biens, la maison, l'atelier, les terres, les économies. Mais il y avait une surprise, une dernière touche de mon père. Le testament stipulait la création d'une fondation à son nom, la Fondation Henri Dubois pour l'artisanat breton. Une part significative de son patrimoine y serait allouée, avec pour mission de financer des bourses pour de jeunes artisans, de préserver les savoir-faire en péril et de soutenir ceux qui, comme moi, croyaient en la noblesse du travail manuel. Son héritage ne se fermait pas sur moi. Il s'ouvrait au monde. La lecture était terminée. La journée s'achevait. Le soleil couchant incendiait le ciel. Alors que maître Valéry rangeait ses documents, il s'est approché une dernière fois. Votre père était un homme juste, Augustin. Et il vous aimait profondément. Il m'a ensuite tendu une vieille boîte en chêne, celle qui trônait depuis toujours sur l'établi de mon père. Il m'a dit que le véritable testament, le plus important, se trouvait là-dedans. Uniquement pour vous. Le départ de maître Valéry a laissé derrière lui un silence total, presque assourdissant après le tumulte de la journée. La maison, vidée de sa tension, semblait enfin respirer. Je tenais la boîte en chêne dans mes mains. Elle était lourde, familière. Je l'avais vue des milliers de fois, mais je n'avais jamais eu le droit de l'ouvrir. C'était le jardin secret de mon père. Je l'ai portée, non pas dans le salon, mais là où elle devait être, dans l'atelier. La lumière dorée de la fin du jour filtrait à travers la grande verrière, illuminant des milliards de particules de poussière de bois en suspension, comme une galaxie miniature. J'ai posé la boîte sur l'établi, à sa place. La surface du bois était marquée, rayée, tachée par des décennies de travail. C'était une carte de la vie de mon père. J'ai passé ma main dessus, sentant les creux et les bosses, et j'ai eu l'impression de lui tenir la main une dernière fois. Avec une lenteur presque religieuse, j'ai soulevé le couvercle de la boîte. L'odeur de la cire et du vieux bois s'en est échappée. À l'intérieur, il n'y avait ni or, ni titre de propriété. Il y avait quelque chose de bien plus sacré. Reposant sur un lit de velours rouge usé par le temps, se trouvait le jeu complet de ciseaux à bois et de gouges de mon arrière-grand-père. Des outils magnifiques, forgés à la main à la fin du XIXe siècle, avec des manches en palissandre si polies par l'usage qu'ils semblaient vivants. Chaque outil était une extension de la main, une extension de la volonté. Je les ai pris un par un. Ils étaient parfaitement équilibrés. Je pouvais sentir le poids de l'histoire, le poids des mains de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. C'était une lignée ininterrompue, une transmission silencieuse qui allait bien au-delà des mots. Sous les outils, il y avait un épais carnet relié en cuir, à l'odeur de papier ancien. Je l'ai ouvert avec précaution. C'était le journal d'atelier de mon père, mais c'était bien plus que ça. C'était le réceptacle de son âme d'artisan. Il y avait des croquis d'une finesse incroyable, des plans de meubles, des notes sur la façon dont le merisier réagit à l'humidité ou dont le noyer prend la lumière. Il y avait des réflexions sur la philosophie du travail, des citations de vieux maîtres ébénistes. C'était une vie de savoir, une vie de passion, condensée dans ces pages. Arrivé à la dernière page, j'ai trouvé une note écrite juste pour moi. L'encre était plus récente, l'écriture toujours aussi ferme. Augustin, disait la note. Si tu lis ces mots, cela signifie que tu es désormais le gardien de notre flamme. Ton frère a choisi l'argent. L'argent est froid, il est mort, il n'a pas de mémoire. Toi, tu as choisi le bois. Le bois est vivant. Il respire, il travaille, il se souvient. Le plus grand héritage que je te laisse n'est pas cette maison, ni ce qu'il y a à la banque. C'est ce qui se trouve dans cette boîte, les outils pour construire, et dans ce carnet, la connaissance pour créer. Le reste n'est que du bruit, mon fils. Ne te contente pas de vivre dans mon héritage. Construis le tien. Prends ces outils, prends ce savoir, et ajoute ta propre page à notre histoire. Fais en sorte que ces mains, nos mains, continuent de donner une âme à la matière. C'est tout ce qui compte vraiment dans ce monde.
Avec tout mon amour et toute ma fierté, papa. J'ai refermé le carnet. Les larmes coulaient librement maintenant, mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude, de compréhension. Il avait tout compris. La vraie bataille n'avait jamais été pour une succession. C'était une bataille pour une âme, et il s'était assuré que la bonne âme l'emporte. Ce soir-là, je n'ai pas dormi dans la grande maison froide. Je suis resté dans l'atelier. J'ai trouvé une vieille couverture, je me suis installé sur le canapé usé, et je me suis endormi entouré par l'odeur du bois et la présence rassurante des générations qui m'avaient précédé. Le lendemain matin, aux premières lueurs de l'aube, je me suis levé. Je n'ai pas appelé les banques ou les notaires. J'ai préparé un café fort, comme mon père l'aimait. J'ai ouvert en grand les portes de l'atelier, laissant entrer la lumière nouvelle. J'ai choisi un magnifique plateau de noyer, celui que nous avions sélectionné ensemble lors de notre dernier voyage à la Syrie. J'ai pris dans la boîte le ciseau à bois de mon arrière-grand-père. Je l'ai senti dans ma main, le poids de l'acier, la chaleur du bois. Et j'ai commencé à travailler. Le son clair et rythmé du maillet sur le ciseau, le léger sifflement du copeau qui se forme. Ce n'était pas un travail. C'était une conversation. Une promesse. L'héritage, j'ai compris ce jour-là, ce n'est pas ce que l'on reçoit. C'est ce que l'on continue. L'héritage le plus précieux que quelqu'un vous ait jamais laissé, ce n'est peut-être pas quelque chose que l'on peut toucher. C'est peut-être un conseil, une passion, une valeur. Quelle est votre histoire? Quel est le véritable héritage qui vous a été transmis? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Car chaque histoire partagée est une façon de prouver que l'amour et la transmission sont plus forts que la cupidité. Si cette histoire vous a parlé, si elle a fait écho en vous, merci de laisser un « j'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Votre soutien m'est incroyablement précieux et m'aide à continuer à partager ces récits. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.